Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. Tous les mardis à 18h précises, Claire et moi nous glissions dans notre cabine habituelle chez Raldi, ce petit restaurant italien niché quelque part dans le Maine. Nous faisions cela depuis presque 8 ans. Le propriétaire, Léo, nous accueillait toujours avec le même sourire chaleureux, déjà prêt à passer notre commande. C'était une routine rassurante, un confort muet que les mots n'auraient su exprimer. Spaghetti bolognaise pour moi, aubergine à la parmesane pour elle, un tiramisu à partager en fin de repas. Simple. Fiable. Prévisible. Je m'appelle Martin. J'ai 41 ans. Je vis à Charlottesville, en Virginie. Je suis marié à Claire depuis que nous sommes sortis de l'école supérieure. Et si quelqu'un m'avait posé la question la semaine dernière, j'aurais répondu sans hésiter que notre couple allait bien. Mais ce mardi soir-là, quelque chose était différent. Subtil, imperceptible, comme une variation de température que l'on ressent sans pouvoir en identifier la source. Claire n'a pas souri en s'asseyant. Elle n'a pas tendu la main vers moi par-dessus la table, comme elle le faisait toujours. Puis, sans prévenir, elle a commandé un plat nouveau, du branzino grillé. De toutes les choses possibles, on change ? Ai-je demandé en tentant de garder un ton léger. Elle haussa les épaules, à peine, et ne me regarda pas, j'avais juste envie de quelque chose de différent. Cela aurait dû être le premier signal d'alarme. Le dîner s'est poursuivi dans un silence pesant. J'ai tenté de combler le vide avec nos banalités habituelles, une anecdote du bureau, un commentaire sur le temps étrange. Elle hochait la tête, de temps à autre, mais je voyais bien qu'elle n'écoutait pas vraiment. Son téléphone était posé, face contre la table, à côté de son verre, chose inhabituelle pour Claire, elle qui adorait me montrer les mèmes ou articles qu'elle avait vus dans la journée. Quand le serveur est venu débarrasser nos assiettes et nous apporter l'addition, elle n'avait toujours pas dit grand-chose. Et alors que je glissais ma carte dans le petit dossier en cuir, elle s'éclaircit la gorge. « Martin, dit-elle doucement, mais d'une voix ferme. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Je reposai lentement le dossier. « D'accord. » Elle hésita, les yeux fixés sur la bougie au centre de la table comme si elle espérait y puiser un peu de courage. J'ai beaucoup pensé à nous, ces derniers temps. À la manière dont nous avons vécu la même vie pendant presque 2 décennies. Claire, quoi? Je ne dis pas que je ne t'aime pas. Sa voix tremblait. Mon cœur se serra. Mais j'ai l'impression d'être coincé. Comme si on avait fait tous ces choix à 24 ans, et qu'on s'était enfermé dedans. Je la fixais, incapable de la suivre. Tu veux dire quoi? Tu veux divorcer? Non, répondit-elle en croisant enfin mon regard. Je dis que je veux ouvrir les choses. Je clignai des yeux, interdit. Ouvrir quoi? Notre mariage. Un rire stupéfait m'échappa. Claire, de quoi tu parles? J'ai beaucoup lu, répondit-elle, d'un ton rapide et presque clinique, comme si elle déroulait un exposé préparé. Les gens font en sorte que ça fonctionne. Il s'agit de liberté, d'exploration. Ça ne veut pas dire que quelque chose doit changer entre nous. Rien ne doit changer? Me moquai-je. Sauf la partie où on commence à coucher avec d'autres personnes. Elle tressaillit légèrement, puis hocha la tête. Oui, mais seulement si on est honnête à ce sujet. Je me suis renfoncé dans mon siège, la regardant comme si elle était une étrangère. Comme si je ne reconnaissais plus la femme assise en face de moi. Il y a quelqu'un d'autre? Non, enfin, pas vraiment. Elle détourna les yeux, et ce mouvement suffit à me faire comprendre. Je pense juste que nous méritons tous les deux la chance de vivre davantage d'expériences, avant qu'il ne soit trop tard. C'était là. Le petit mensonge silencieux qu'elle espérait que je goberais tout entier, sans le mâcher, sans poser de questions. Claire, dis-je d'une voix basse. Vous avez déjà pris votre décision, n'est-ce pas? Non, répliqua-t-elle aussitôt, mais ses yeux s'étaient élargis, trahissant la panique. Je voulais t'en parler d'abord. Pour que ce soit juste. Juste. Le mot me gifla. Je ne comprenais même pas ce que j'étais en train d'entendre. Claire.
La même femme qui s'endormait sur ma poitrine pendant qu'on regardait en boucle les rediffusions de The Office. Elle voulait maintenant transformer notre mariage en une sorte de laboratoire d'expérimentation sentimentale. Et elle me l'annonçait comme si c'était parfaitement raisonnable. Comme si c'était moderne. Comme si je devais la remercier d'être si progressiste. Mon visage resta calme, mais à l'intérieur, mes pensées oscillaient violemment entre la confusion, la colère, et une douleur sourde que je ne savais pas encore nommer. Qui cherchait-elle à libérer? Moi, ou elle-même? Elle tendit la main par-dessus la table. S'il te plaît, ne me regarde pas comme ça. Comme quoi? Comme si je te trahissais. Je retirai lentement ma main. N'est-ce pas ce que tu fais? La tension devint palpable, suspendue dans l'air entre nous comme un fil tendu prêt à rompre. Elle secoua la tête, un peu trop vite, ses yeux désormais brillants. Ça n'a pas à être quelque chose de mauvais. Au contraire, ça pourrait même nous rapprocher. Je laissai échapper un rire froid. Ou peut-être que c'est juste une excuse. Une excuse? Pourquoi? Je me penchai légèrement. Pour coucher avec quelqu'un à qui tu penses déjà. Son visage se figea. Un battement de paupières. Rien d'autre. Mais c'était suffisant. C'était tout ce dont j'avais besoin. Elle ne me demandait pas la permission. Elle me demandait la sécurité. Elle voulait que je l'absoue. Je me suis redressé lentement. Tu sais quoi, Claire? Si c'est ce que tu veux, alors dis-le franchement. Mais ne fais pas comme si c'était un cadeau pour moi. C'est de toi qu'il s'agit. Elle ne répondit pas. Elle ne protesta pas. Ce silence, lourd, contenait déjà toute la vérité. C'était une réponse suffisante. Quand le serveur revint avec l'addition, je la signai sans un mot. Claire, elle, resta immobile, fixant la petite flamme vacillante de la bougie comme si elle pouvait la faire disparaître par la seule force de sa volonté. Le rituel était rompu. Et je savais, au fond de moi, que rien ne pourrait remettre les choses à leur place. Pas comme avant. Pas cette fois. Le trajet du retour se fit presque entièrement en silence. Claire regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Moi, je gardais mes mains bien positionnées sur le volant, à 10h et 2h, comme dans un manuel de conduite, comme si cela pouvait m'empêcher de me désintégrer de l'intérieur. Elle avait lâché une bombe entre deux fourchettes de linguine et un verre de vin rouge, puis, avec le même ton posé, m'avait demandé si je voulais un dessert. Comme si tout cela faisait encore partie d'un dîner ordinaire. Nous sommes arrivés dans l'allée vers 21h30. Le porche était éclairé. Les mêmes plantes en pot trônaient de chaque côté de la porte. Le quartier était calme. Tout, à l'extérieur, semblait figé dans une normalité insupportable. Claire enleva ses talons à l'entrée, puis alla directement dans la cuisine se verser un verre d'eau. Je retirai ma veste, l'accrochai au porte-manteau, et la suivis en silence. Elle évitait soigneusement mon regard. « Tu veux quelque chose ?» demanda-t-elle, d'une voix trop neutre pour être sincère. « Non. » Elle hocha simplement la tête, contourna le comptoir et monta à l'étage. « Je vais prendre une douche. » Je ne répondis pas. Je restai là, immobile, jusqu'à ce que j'entende l'eau couler dans la salle de bain. Alors seulement je m'effondrai sur le bord du canapé, tentant de reprendre mon souffle. Je n'étais pas encore en colère. Pas vraiment. J'étais désorienté. Perdu. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait dit tout ça. C'était trop lisse. Trop préparé. Comme si elle avait répété son texte, peaufiné son ton, pesé chaque mot depuis des semaines. Elle avait choisi son moment. Elle avait pris sa décision. C'était clair. Ce qui ne l'était pas, c'était pourquoi elle faisait semblant que c'était un choix partagé. Qu'il s'agissait de liberté, de croissance, de nouvelles expériences. Non. Ce n'était pas une discussion. C'était un préambule. Un aveu masqué. Une justification pour quelque chose qui avait déjà commencé. Lorsque l'eau s'arrêta à l'étage, je me levai. Mon esprit était déjà ailleurs. Je traversai le salon, ouvris la porte de mon bureau et la refermai doucement derrière moi. Puis j'allumai mon ordinateur portable. La comptabilité judiciaire, ce n'était pas seulement mon métier. C'était devenu un réflexe. Quand quelque chose ne faisait pas sens, je cherchais les chiffres, les traces, les connexions.
Et Claire venait de me donner une raison de fouiller. Je commençais par me connecter à notre espace client de téléphonie. Rien de particulier à première vue. Les mêmes numéros enregistrés. Les mêmes données partagées. Mais quand j'ouvris son journal d'appel, je trouvais ce que je ne savais même pas que je cherchais. Un nom. James Donnelly. Des textos. Des appels. Réguliers. Midi le soir. Tard dans la nuit. Même les week-ends. Trop fréquent pour être anodin. C'était toujours elle qui initiait la conversation. Toujours elle qui écrivait en premier. Je fixais l'écran, le cœur battant, les doigts immobiles sur le pavé tactile. James Donnelly. Je me souvenais de lui. Il avait travaillé avec Claire, autrefois. Je l'avais rencontré une fois, lors d'une fête de Noël organisée par son entreprise, grand sourire, trop d'eau de Cologne, le genre de type qui vous serre la main un peu trop fort et qui dit que toutes les femmes sont magnifiques, comme si c'était une marque de respect. Je fis défiler les messages plus loin. 2 mois plus tôt, leur rythme d'échange était devenu presque quotidien. Puis, un appel. Tard dans la nuit. 22h30, une conversation de 17 minutes. Ce n'était pas une exploration. Ce n'était pas une réflexion. C'était une construction. Une autorisation qu'elle bâtissait lentement, pierre par pierre. Pas de confrontation. Pas ce soir. Je n'allais pas lui offrir le spectacle de ma douleur. Je n'allais pas m'agiter pour qu'elle puisse se sentir justifiée. Non, je prenais mon temps. Je collectais, j'observais. Je la laissais croire qu'elle contrôlait encore les choses. Parce que désormais, je n'étais plus un mari. J'étais un enquêteur. Et Claire n'avait aucune idée que le compte à rebours avait commencé. Les jours suivants, elle joua son rôle à la perfection. Elle se levait tôt, préparait du café, pliait le linge, m'embrassait sur la joue avant de partir travailler. La même douceur, les mêmes gestes. Tout semblait identique sauf pour moi. Tout n'était plus que surface. Un décor. Une illusion soigneusement maintenue par une femme qui avait toujours excellé à donner le change. Et moi, je jouais le jeu. Je souriais. Je l'embrassais en retour. Je lui demandais comment s'étaient passées ses réunions. Je hochais la tête quand elle me dit qu'elle travaillerait tard jeudi prochain. Je faisais semblant de croire. Mais chaque soir, une fois qu'elle était montée se coucher, je retournais à mon bureau, une tasse de café à la main, et j'ouvrais le dossier. Il grossissait à vue d'œil. Elle n'avait aucune idée de l'homme qu'elle avait épousé. Aucune idée que derrière mon calme apparent se cachait un analyste formé à repérer les failles, les contradictions, les détails que d'autres auraient ignorés. Mon travail en comptabilité judiciaire m'avait appris des choses. Suivre les traces. Lire entre les lignes. Masquer mes intentions derrière des silences mesurés. Surtout, être patient. J'ai commencé par notre compte bancaire commun. Claire utilisait généralement sa carte professionnelle pour ses dépenses liées au travail, repas, hôtel, déplacements. Mais quelques frais sur sa carte personnelle ont attiré mon attention. Déjeuner au Midtown Grill, 2 fois par semaine. Une facture de $72 dans une salle de sport chic que nous ne fréquentions pas. Et un reçu de café, dans un hôtel, un vendredi après-midi où elle m'avait dit qu'elle était en visite chez un client. J'ai vérifié l'horodatage. Recoupé avec son calendrier de travail, celui qu'elle laissait ouvert sur sa tablette. Ce vendredi-là, elle avait bloqué un créneau intitulé « Examen du budget du personnel ». Pourtant, j'avais appelé son bureau ce jour-là, à propos d'un colis que nous avions tous les deux validé. Son assistante m'avait répondu que Claire était partie tôt. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Lentement. Précisément. Chaque nouvelle dépense, chaque trou dans son emploi du temps, chaque mot glissé trop facilement me donnait une image plus nette. Une accusation dans une librairie du centre-ville où elle ne m'avait jamais dit être allée. Un deuxième reçu de cette même salle de sport. Des billets de cinéma achetés en ligne, le même soir où elle m'avait dit qu'elle était trop épuisée pour sortir. Chaque détail s'imbriquait dans le suivant. Plus je reliais les points, plus un nom revenait, presque en arrière-plan, comme une signature invisible, James Donnelly. Je fouillais l'annuaire de leur entreprise. James travaillait dans le développement commercial, mais aussi dans une initiative de stratégie interne. Une initiative pour laquelle Claire s'était portée volontaire quelques mois plus tôt. Et tout devint limpide. Les déjeuners du jeudi.
Les soi-disant courses du dimanche. Les appels à midi, soigneusement masqués sous des intitulés neutres. Claire n'était pas tombée dans quelque chose par accident. Elle ne testait pas les eaux. Elle était déjà immergée. Profondément. Et à chaque étape, elle m'avait menti droit dans les yeux. Je fixais les données sur mon écran, l'empreinte numérique de sa trahison. Et pour la première fois, je ne ressentis pas de peine. Pas de dévastation. Ce que je ressentis, c'était de la clarté. Ce que nous avions n'était plus un mariage. C'était devenu une campagne soigneusement orchestrée. Et elle l'avait menée en silence, comptant sur ma confiance pour lui accorder un temps précieux. Elle avait fait ses mouvements. Maintenant, c'était mon tour. Et je n'allais pas simplement tourner la page. J'allais m'assurer qu'elle comprenne ce que cela lui coûterait de me prendre pour un imbécile. C'était un jeudi soir. Claire était dans la cuisine, en train de couper des légumes, fredonnant doucement comme si elle n'avait pas passé les 3 derniers mois à démanteler notre vie dans mon dos. Je suis entré, un dossier en papier craft à la main. Mon cœur battait fort, ma poitrine à la fois vide et chargée. « Il faut qu'on parle », dis-je d'une voix nette. Elle leva les yeux, le couteau encore à la main. « D'accord. Qu'est-ce qui se passe ?» Je posai le dossier sur le comptoir, juste à côté de la planche à découper. « Ouvre-le. » Elle hésita, s'essuya les mains sur un torchon, puis l'ouvrit. À l'intérieur, des impressions de messages, des journaux d'appel, des relevés de cartes de crédit, une carte avec ses données de localisation extraites de son téléphone, méticuleusement annotées, marquées, référencées à l'encre rouge. Claire ne dit rien au début. Elle fixa la pile, son visage perdant progressivement toute couleur. « Je le sais depuis des semaines », déclarai-je d'un ton calme mais ferme. « J'attendais juste que tu arrêtes de mentir. » « Martin, balbutia-t-elle. C'est fou. » « Vraiment ? Parce que ce qui est fou, c'est d'appeler James Donnelly à 22h30 un dimanche soir. Ou de facturer 2 cocktails au bar d'un hôtel à 3 comtés d'ici. Ou que tes pauses déjeuner correspondent exactement à ses absences du bureau. Elle déglutit, croisa les bras comme si elle cherchait un appui, un abri dans ce geste. Et alors ? Tu m'as espionné ? Non. J'ai découvert la vérité. Il y a une différence. Claire leva les yeux vers moi, et pour la première fois, je vis de la panique. Ses yeux étaient embués, comme si la réalité venait seulement de la frapper. Je n'avais pas prévu ça. C'est juste arrivé. Je laissai échapper un rire. Froid. Sec. Sans chaleur. Non, Claire. Ce n'est pas juste arrivé. Tu l'as construit. Tu l'as nourri. Et maintenant, tu fais semblant de tomber des nues ? C'est ce que les gens disent quand ils se font prendre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour répondre, puis se refermèrent aussitôt. Elle cherchait désespérément une version de l'histoire à me vendre, mais je voyais son visage évoluer, de la panique à la culpabilité, puis à une forme de remords fabriqué. Je suis malheureuse, Martin. Depuis longtemps. J'avais l'impression qu'on n'était plus que des colocataires. Tu travailles tout le temps, tu es toujours ailleurs, distrait. J'avais besoin de ressentir quelque chose. À nouveau. Alors tu aurais dû demander le divorce, rétorquai-je. Ce n'est pas un passe-droit pour aller tricher. Elle tressaillit, comme si les mots l'avaient frappée. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu l'as fait. Je marchai lentement jusqu'à l'îlot de la cuisine, les mains appuyées fermement sur le rebord. Mon regard planté dans le sien. Notre contrat de mariage comporte une clause, dis-je. L'adultère annule toute prétention aux biens et à la pension alimentaire. Tu t'en souviens ? Sa bouche s'ouvrit légèrement, comme si elle venait de se souvenir. Ou peut-être qu'elle l'avait simplement oublié. Je l'espérais presque. Martin, s'il te plaît, non. Tu as fait tes choix. Maintenant tu vas vivre avec. Elle me regarda, vraiment secouée pour la première fois. Tu vas vraiment faire ça ? Je hochai la tête. Je l'ai déjà fait. Puis je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Mais le silence que j'ai laissé derrière moi parlait plus fort que n'importe quelle colère. 2 jours après la confrontation, je suis entré dans le bureau de Sarah Harper comme un homme qui se prépare à la guerre. Elle se leva, m'accueillit avec une poignée de main ferme,
et un regard qui me dit qu'elle avait déjà lu en détail le dossier que je lui avais transmis. « J'ai vu pire », dit-elle en me désignant un siège. « Mais celui-là a des dents. » Sarah était la référence du cabinet en contentieux depuis des années. Vive, méthodique, implacable. Elle ne s'embarrassait pas de drame. Seulement des faits, des leviers, et des résultats. Elle ouvrit un dossier sur son bureau. Votre contrat prénuptial est hermétique. Article 15, l'infidélité entraîne la perte totale des biens matrimoniaux. Je hochai la tête. C'est ce que je pensais. Vous avez une preuve écrite? Journaux téléphoniques, frais de carte de crédit, données GPS, incohérence dans son calendrier de travail. J'aurai les métadonnées de ses emails d'ici ce week-end. Elle haussa un sourcil, à moitié impressionnée. Vous ne vous êtes pas retenu. Je veux que ce soit propre. Aucune échappatoire. Aucune zone grise. Sarah se pencha en arrière, croisant les bras. Vous ne cherchez pas seulement un divorce, n'est-ce pas? Je répondis, plus bas, plus lentement, je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. Chaque centimètre carré. Elle ne cligna pas des yeux. Alors voilà comment on va jouer. Elle exposa le plan, net et précis. Nous déposerions une demande de divorce, fondée sur l'adultère, preuve à l'appui. Aucun terrain à discuter. Tout serait documenté. Mais c'est la suite qui transforma le dossier. Vous avez dit qu'ils travaillaient tous les deux dans la même entreprise. Oui. Alors c'est un conflit d'intérêts. Et la plupart des entreprises, surtout les grandes structures, ont une politique de tolérance zéro pour les relations internes. Surtout quand l'un des deux est en position de pouvoir. Je la regardais, comprenant immédiatement où elle voulait en venir. James Donnelly n'allait pas seulement lui coûter un mariage. Il pourrait aussi lui coûter sa carrière. James est manager, je l'avais confirmé. C'était tout ce qu'il nous fallait pour lancer la première pièce du plan. Nous avons rédigé une plainte à l'intention des ressources humaines, anonyme pour commencer. Elle mentionnait le poste de Claire, le rôle hiérarchique de James, et quelques faits clés. Suffisamment neutre pour paraître interne, mais assez précis pour forcer l'ouverture d'une enquête. Une fois l'examen lancé, Sarah ferait déposer une assignation à comparaître pour les emails professionnels de Claire, son calendrier interne, ses journaux de temps. Et si quelque chose de compromettant y était trouvé, ce que je ne doutais plus, alors le feu prendrait. Sous eux deux. Tout était calibré. Chirurgical. Cruel, peut-être. Mais juste. Sarah referma son stylo d'un claquement sec. Nous programmerons le dépôt des documents de divorce pour qu'ils coïncident avec la réception de la plainte RH. Elle sera prise de court, à la maison comme au travail. Aucun endroit où se cacher. J'ai inspiré, lentement. Le poids de tout ce que cela représentait s'abattait sur mes épaules, dense, mais précis. « Ça te va » demanda-t-elle, les yeux plantés dans les miens. « Je ne veux pas son argent », répondis-je. Je ne cherche pas la vengeance, pas au sens traditionnel. Je veux simplement qu'elle ressente ce que c'est. Ce que ça coûte de croire qu'on peut tout faire sans conséquence. Je veux qu'elle comprenne qu'elle n'a pas seulement trahi un homme. Elle a trahi une responsabilité. Sarah acquiesça d'un simple hochement de tête. Alors faisons en sorte que ça compte. Nous avons fixé le dépôt au mercredi suivant. Quand je suis sorti de son bureau, je ne ressentais plus de colère. Juste une lucidité calme. Claire avait fait son mouvement. J'avais attendu mon tour. Et maintenant, je ne mettais pas seulement fin au mariage, je détruisais le mensonge sur lequel il reposait. Le mercredi matin était frais, lumineux, sans un nuage dans le ciel. Je me suis habillé comme n'importe quel autre jour, pantalon boutonné, chemise claire, sans cravate. À l'exception d'un détail, dans la poche de ma poitrine, une copie soigneusement pliée de la demande de divorce. Et sur mon calendrier, une seule entrée, livraison confirmée. À 10h47, Claire a reçu l'enveloppe. Dans son open space, au beau milieu de son équipe, pendant le briefing de mi-journée. Le parajuriste, méthodique, professionnel, la lui tendit directement, avec toute la neutralité du monde. Le silence qui a suivi fut glacial. À 10h52, la plainte RH atterrissait dans la boîte de réception du service juridique de son entreprise. Signée anonymement, mais tellement détaillée qu'il était impossible d'ignorer sa provenance, un regard de l'intérieur. Ou, plus précisément, de quelqu'un marié à l'intérieur.
Réunion. Horodatage. Email. Dépenses de déjeuner soigneusement classées sous « Développement client interne ». Tout y était. Suffisamment pour déclencher la chute des dominos. Et ils tombèrent. Rapidement. Ce jour-là, Claire m'a appelé 12 fois. Je n'ai pas répondu une seule fois. Au début, ses messages vocaux étaient mesurés. Sa voix tendue, mais encore contrôlée, « Martin. Je ne sais pas ce que c'est, ce que ça veut dire. S'il te plaît. On peut parler. On doit parler. » Au 6e message, la façade avait craqué. La panique s'était installée. « Qu'est-ce que tu essaies de me faire ?» C'était tout ce qu'elle avait écrit. Puis plus rien. Un silence de plomb. Ce soir-là, un ancien collègue m'a envoyé un message. L'entreprise avait convoqué Claire et James à des réunions séparées avec les ressources humaines juste avant le déjeuner. Ils avaient été interrogés sur des violations potentielles des politiques internes, invités à remettre leurs appareils professionnels, informés qu'ils ne devaient ni consulter leurs emails ni revenir sur les lieux tant qu'un audit interne serait en cours. Cette nuit-là, le nom de James Donnelly est apparu dans un article d'un blog spécialisé en éthique d'entreprise. Un rapport de lanceur d'alerte aurait conduit à sa suspension, le temps d'un examen approfondi. Une source anonyme, proche du dossier, évoquait une faute personnelle impliquant un subordonné. Claire ne m'a envoyé un message qu'un peu après minuit. « Pourquoi tu fais ça? Tu détruis tout. » J'ai lu le message. Puis j'ai retourné mon téléphone sur la table de nuit sans répondre. Laisse-la s'asseoir dans ce silence. Qu'elle ressente le poids de ce qu'elle avait construit. Et ce que j'avais démantelé, brique par brique. Le vendredi suivant, la nouvelle est tombée, James avait été officiellement licencié. Claire, elle, n'avait pas encore été renvoyée, mais elle était mise en congé administratif, le temps que l'enquête suive son cours. Le bruit s'est répandu comme une traînée de poudre. Des amis communs ont commencé à m'écrire. D'abord timidement, prudemment. Certains demandaient si j'allais bien. La plupart ne savaient pas exactement ce qui s'était passé, seulement qu'il s'agissait de quelque chose d'important, de grave. Je suis resté sobre. Nous divorçons. Les choix de Claire parlent d'eux-mêmes. Les réponses ont toutes eu cette même tonalité gênée, un mélange de surprise, de respect silencieux, et d'une curiosité contente de masquer. Mais je ne cherchais pas à parler. Je ne cherchais pas à me plaindre. Je cherchais l'équilibre. Claire m'avait dit qu'elle voulait de la liberté, des choix, de nouvelles expériences. Eh bien, elle les avait. Elle ne s'attendait simplement pas à ce que ces expériences aient un coût. 7 mois se sont écoulés depuis la signature des papiers. Claire a perdu son emploi 3 semaines après la fin de l'enquête RH. L'entreprise n'a pas fait de déclaration publique. Juste un email sec et impersonnel, annonçant une restructuration du personnel. Aucun remerciement. Aucune reconnaissance. Pas même l'indemnité de départ qu'elle pensait pouvoir négocier. À ma connaissance, elle ne l'a jamais reçue. James, lui, était parti encore plus tôt. Sans appel. Sans explication. Son profil LinkedIn est resté figé, sans mise à jour depuis avril. Je ne pose pas de questions, mais les gens aiment parler. Ils me glissent des choses, presque malgré eux. James aurait tenté de rebondir via un cabinet de conseil, mais dans leur secteur, la nouvelle s'est répandue vite. Trop vite. Claire, de son côté, est retournée vivre chez sa sœur à Richmond pendant un temps. La dernière fois qu'on m'en a parlé, elle postulait à des postes d'administrateur RH dans des startups tech. Personne ne la rappelait. Je devrais peut-être ressentir quelque chose de la pitié, de la justification, une forme de triomphe amer. Mais la vérité, c'est que je ne ressens plus grand-chose. Je vis désormais dans un condo en bordure de la ville, plus près de mon bureau. Plus simple. Plus calme. Et surtout, sans mensonge. C'est plus petit que la maison que Claire et moi partagions. Mais ça me convient. Des lignes épurées, des couloirs silencieux, et surtout, aucun souvenir suspendu dans les recoins. Rien qui murmure le passé chaque fois que je passe une porte. Le travail aussi a changé. J'ai quitté mon ancienne entreprise en mai. Aujourd'hui, je fais partie d'un groupe d'enquête d'entreprise. Une concentration plus nette. Des horaires plus humains. Je me penche désormais sur les cas de fraude en col blanc, ceux qui demandent un regard affûté, une patience de chirurgien, et une main discrète.
J'ai toujours été bon dans ce domaine. Mais aujourd'hui, il y a une précision nouvelle dans mon approche. Un tranchant personnel que je n'avais jamais su nommer jusqu'à maintenant. J'ai eu quelques rendez-vous. Un café par-ci, un dîner par-là. Rien de sérieux. Je ne laisse pas les choses aller trop loin. J'ai appris à repérer les signaux d'alerte, les réponses floues, les omissions dans les récits, les silences un peu trop longs entre les phrases. Je garde tout cela décontracté, mesuré. Stratégique. La semaine dernière, j'ai reçu un message inattendu. Une voix venue d'avant. Jennifer. Une vieille amie. Du temps où Claire et moi sortions encore en couple, entourés de rires polis, de toasts levés et de conversations trop légères. Elle avait écrit « Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Tu ne méritais pas ça. J'espère que tu vas bien. » J'ai lu le message en silence. Longtemps. Puis j'ai simplement répondu « Merci. Je vais bien. » Elle a envoyé un petit smiley jaune, avec un soupçon de chaleur. Je n'ai pas répondu. Je ne devais plus rien à personne. J'ai arrêté d'essayer de m'expliquer à Claire, à mes amis, à ceux qui pensent savoir, à ceux qui ne savent rien. Ce qui s'est passé n'est pas une histoire à raconter autour d'un verre. Ce n'est pas un épisode, ni un traumatisme à ressasser. C'est une ligne. Une ligne dans le sable que j'ai franchie un jour et que je n'ai jamais retraversée. Et dans cet endroit nouveau, il y a une forme de paix. Pas exactement du bonheur. Mais quelque chose de plus stable. De plus lucide. Je traverse mes journées avec plus de certitude, maintenant. J'ai perdu un mariage. Mais j'ai trouvé ma clarté. Et je n'ai pas l'intention de laisser qui que ce soit me la reprendre. Plus jamais.